Bonjour et bienvenue à cette conférence du LINE. Le LINE, c'est le laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction. C'est un groupe de recherche mis sur pied à l'initiative de l'Association canadienne des écoles de traduction, l'ACET, afin d'encourager la recherche en français orientée vers les innovations technologiques et pédagogiques touchant la formation en traduction à l'ère du numérique. Le noyau de l'équipe du LINE est composé de Valérie Florentin, de René Desjardins, d'Émilie Gobeil-Roberge, d'Éric Poirier qui sont présents aujourd'hui. Comme je vous le rappelle toujours, le LINE a été mis sur pied grâce à l'aide inestimable de Mme Zélie Guével qui assiste à quasiment toutes nos conférences. Merci Zélie d'être toujours avec nous. Nous tenons à souligner le soutien financier de l'Université Laval, de l'UQTR, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège Glendon et du CRSH. Les conférences du LINE sont disponibles en rediffusion sur notre site Web. Vous y trouverez aussi d'autres ressources sur la pédagogie de la traduction. La conférence de ce matin s'intitule Échapper à la boîte noire, les défis et les joies de lancer un programme en traduction à l'âge de l'IA. Elle est prononcée par Elisabeth Marshman, donc je vais prendre quelques instants pour présenter. Elisabeth Marshman est professeure agrégée à l'École de traduction et d'interprétation à l'Université d'Ottawa et membre de l'Observatoire de linguistique sans texte. Ses recherches portent principalement sur la terminologie et les technologies. Plus spécifiquement, elle s'intéresse à la formation des langagiers et d'autres utilisateurs à l'exploitation d'outils d'aide à la traduction et de ressources terminologiques, à l'évaluation de ces outils du point de vue des utilisateurs. Elisabeth, la parole est à toi. Merci. Merci beaucoup, surtout de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très, très contente en fait de voir le nombre de personnes qui s'intéressent à cette question et surtout les possibilités d'échange que nous aurons. Alors, je vais commencer à partager mon écran si j'arrive à le faire comme il faut. J'espère que vous voyez maintenant mon écran. Euh, oui, j'ai parlé de cette question d'échapper à la boîte noire, c'est-à-dire à les outils technologiques qu'on arrive juste maintenant à comprendre et à bien intégrer dans notre enseignement grâce notamment aux efforts des membres du NIME et à d'autres collègues. Je vais parler aujourd'hui d'une étude de cas, essentiellement la conception de notre maîtrise en traduction à l'Université d'Ottawa. Je vais, avec l'accord de l'équipe organisatrice, bien sûr, il faut que mon téléphone sonne. Je vais vous inviter à intervenir à n'importe quel moment durant la présentation. Je pense que ce qui est le plus intéressant pour nous de nos jours, c'est vraiment d'échanger, de partager nos connaissances, nos trouvailles, nos frustrations aussi, il y en a. Alors, à n'importe quel moment, n'hésitez pas à vous laver la main ou à intervenir. Je vais essayer de surveiller un peu comme je peux euh, de, de, de chat ou des mains levées pour vous donner l'occasion de poser des questions ou de faire des commentaires. Alors, mon intention pour aujourd'hui, c'est de faire un petit survol de notre expérience du début de la conception de notre programme, donc le contexte et les motivations dans lesquelles que nous partageons en grande partie tous, des discussions que nous avons eues avec des parties prenantes, entre autres des personnes qui sont ici aujourd'hui, nos efforts pour concevoir un programme qui répond aux besoins euh, que nous avons identifiés dans le processus de consultation et nos études. Euh, Nos efforts pour gérer la logistique et surmonter les nombreux obstacles qui se sont présentés en cours de route et finalement nos espoirs pour l'avenir.
Alors, le contexte, vous êtes déjà bien au courant, mais pour résumer, pour mettre la scène un peu, évidemment, nous voyons que l'industrie est de plus en plus dynamique, de plus en plus fortement technologisée. Personne ne peut ignorer ce fait. Et nous assistons aussi à une diversification, à une évolution euh, très, très rapide des profils des engagés. Donc, le genre de tâches que nous assumons, les rôles que nous jouons, euh, etc. Nous voyons que la demande de l'industrie, en fait, change énormément. D'après ce que je vois, en tout cas, beaucoup d'intérêt pour le travail à la pige, une forte besoin de spécialisation dans le domaine de traduction et de plus en plus de rôles hybrides, par exemple. Donc, traduction plus autres tâches, entre autres. Ce qui entraîne évidemment une nécessité de mise à jour des compétences des langagiers technologiques, bien sûr, mais aussi d'autres tout au long de la carrière. Euh, Au niveau universitaire, euh, nous avons vécu une période difficile, il faut l'avouer. Donc, je pense que comme beaucoup de programmes, nous avons vu des périodes où les inscriptions étaient à la baisse, dû entre autres à une certaine incertitude euh, quant à l'avenir du domaine, je pense. Nous avons aussi pu voir une certaine variation dans nos programmes et dans les inscriptions de nos programmes. Si vous connaissez peut-être l'Université d'Ottawa, vous savez que nous avions un baccalauréat régulier, donc de 3 voire 4 ans pour ceux qui sortaient directement du secondaire ou du cégep, et puis un baccalauréat accéléré de 2 ans pour ceux qui détenaient déjà un baccalauréat dans un autre domaine. Au début, les accélérés étaient relativement rares par rapport au bac régulier. Et la proportion, au fil des années, a commencé à varier, en fait. Et au moment de concevoir le programme, commencer à concevoir la maîtrise, en fait, la proportion des accélérés était plus importante que les bacs réguliers. Donc, on voyait de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui arrivaient déjà avec un certain bagage, une certaine formation dans un autre domaine, qui voulaient ajouter la traduction comme une deuxième corde à leur arc. Euh, Nous avons donc observé un peu ces variations et la nécessité de préparer les diplômés pour la traduction de nos jours, donc le dynamisme du marché, le rôle qui change. Et c'était définitivement le moment de mettre à jour nos programmes. Je pense que nous tous passons par ces périodes où il faut vraiment regarder de près notre offre de programme. Alors, c'est le contexte dans lequel nous avons commencé la conception de la maîtrise et la réflexion surtout sur les besoins et les possibilités de formation dans le domaine. Comme tout universitaire, nous avons commencé par une analyse de la littérature euh, pour regarder en fait les thèmes qui ressortaient des études, des recherches en pédagogie de la traduction. Euh, et nous avons pu constater, comme vous le connaissez déjà assez bien, euh, la diversité de compétences qui sont nécessaires pour des engagés de nos jours et des tendances pour, par exemple, favoriser, encourager, vraiment mettre l'accent sur la pensée critique, l'analyse critique, l'importance de la créativité pour les langagiers, le besoin d'être souple, de s'adapter aux différentes réalités, etc. Et en fait, ce sont des compétences assez transversales qui s'appliquent à beaucoup de différents domaines, mais qui deviennent de plus en plus importants dans la formation de traducteurs. Il y avait aussi évidemment des tendances plus concrètes, disons terre à terre, donc une
une emphase mise sur des capacités de révision et de post-édition. Je sais que ce n'est pas la terminologie préférée pour toutes sortes de bonnes raisons, mais c'est quand même un terme qui s'utilise couramment, donc surtout dans la littérature. Donc, je vais continuer à l'utiliser en lien avec les auteurs cités. Euh, donc, une emphase qui est mise sur la révision et la post-édition en plus de la capacité de traduction de toute pièce, mais aussi une emphase sur les compétences complémentaires. Donc, la traduction, la post-édition, la gestion terminologique, la gestion des outils, l'optimisation des outils et les compétences technologiques nécessaires pour le faire. Euh, et finalement, quand on combine ces compétences transversales, compétences de base, compétences de pointe dans un certain nombre de tâches reliées à la production de textes multilingues, la communication multilingue, on arrive à une sorte d'expertise qui devient euh, précieux, évidemment, de nos jours. Donc, la capacité de reconnaître, de bien analyser des situations, reconnaître les possibilités, euh, les, les limites de différentes approches, de choisir une bonne approche et d'en faire la promotion auprès de nos clients, auprès du public, etc., pour guider euh, les approches de la communication euh, multilingue et multiculturelle. Alors, c'est dans ce contexte que nous avons commencé à regarder de plus près ce que différentes parties prenantes dans notre contexte canadien avaient à dire sur les besoins. Nous avons été très chanceux d'avoir la participation de beaucoup de différentes parties prenantes. Nous avons fait des entrevues avec un certain nombre d'employeurs, d'associations professionnelles, d'étudiants, de professeurs, de diplômés, pour essayer d'avoir une représentation. Et nous avons aussi distribué des questionnaires à nos diplômés, à des étudiants. Il y a un employeur qui a décidé de participer par questionnaire, etc., pour essayer d'avoir différents points de vue sur les besoins et la situation actuelle. Quand je dis actuelle, c'était à l'hiver, au printemps 2023. Donc, ça date déjà d'un certain, ça date un peu déjà maintenant. Euh, mais il reste qu'on a des commentaires et des données assez riches à explorer. Je vais souligner que nous avons mené le projet principalement pour l'exploration, la conception de nos programmes et nous avions aussi prévu un certain intérêt de recherche. Donc, les données que je présente ici sont des données pour lesquelles nous avons reçu la permission euh, de de reproduire à des fins de recherche, en plus de développement des programmes. On aurait bien aimé cibler notre bassin d'étudiants potentiels, de vraiment discuter en long et en large de ce qui pourrait les attirer vers un programme. Malheureusement, comme beaucoup de programmes, je pense que c'est très difficile d'identifier, de rejoindre ce genre de bassin sans avoir un programme concret à proposer. Alors, c'est une lacune dans nos données. Nous espérons avoir beaucoup plus de données au fil des ans quand on continue à présenter le programme et à discuter avec des étudiants et d'étudiantes potentiels. Alors, juste pour vous donner une idée euh, de la source des données que nous avons reçues, euh, le plus grand groupe interrogé était constitué de nos diplômés qui présentait un profil assez cohérent finalement. On voit très bien que l'Université d'Ottawa a une certaine niche, disons, et répond à certains besoins, ou traditionnellement l'a fait en tout cas. Alors, nous avions beaucoup de diplômés qui sortaient des programmes professionnalisants, donc le bac accéléré, le bac régulier. En grande partie, ils étaient originaires de l'Ontario ou du Québec euh, et travaillaient à temps plein
dans le secteur public, dans la région de la capitale nationale, alors vous aurez sans doute pigé assez rapidement que beaucoup de nos finissants travaillent au gouvernement fédéral. Une situation assez, disons, dynamique pour l'instant, donc avec une certaine incertitude pour le moment. Mais il reste quand même que le secteur de la capitale nationale est très riche pour tout ce qui est de l'industrie langagière. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, en fait, on avait une proportion importante de nos diplômés qui avaient déjà une formation antérieure et on commence à voir donc des thèmes qui sortent de notre analyse. Donc, on a vu une certaine demande pour une formation qui complète un bagage existant et la possibilité de spécialisation aussi dans la demande de l'industrie actuellement. Donc, on voit déjà des données qui s'alignent un peu. La plupart des diplômés interrogés occupaient des postes qui étaient étroitement reliés ou euh, même très étroitement reliés à leur programme. Beaucoup de traducteurs et de traductrices, par exemple. Mais il y avait quand même une variété déjà encourageante dans les postes occupés. Donc, on avait des réviseurs, des éditeurs, des gestionnaires de projets, des terminologues, des enseignants, des rédacteurs et rédactrices techniques, etc. Euh, et cette tendance se voyait non seulement dans les diplômés, mais aussi dans les étudiants actuels. Donc, les barres en rouge que vous voyez étaient des étudiants au moment de l'enquête. Et alors, c'était ouvert déjà à beaucoup de différentes possibilités euh, de postes ou de types de postes, ce qui est aussi un bon reflet, en fait, de l'analyse qui avait été faite. Relativement peu de nos répondants étaient membres d'associations professionnelles, mais ce qui était très intéressant, c'est que beaucoup de nos étudiants actuels avaient l'intention de devenir membres. Donc, l'appréciation pour le rôle des associations professionnelles était claire dans le cohorte actuel. Nous avons posé des questions au sujet des perceptions de l'industrie, donc des facteurs positifs et négatifs, les perceptions de l'avenir, les attitudes, des frustrations, des inquiétudes, mais aussi des avantages d'entrer dans l'industrie. Parmi nos premières questions était de savoir en fait si nos participants croyaient que l'industrie de la langue présentait des occasions d'emploi intéressantes au moment où on les interrogeait. Et c'était assez encourageant de savoir que plus que les 2 tiers étaient d'accord et quelques autres étaient neutres. Donc, en grande partie, c'était positif. Mais quand on a posé la même question au sujet des occasions d'emploi à l'avenir, les résultats étaient un peu plus mitigés. On voyait une certaine incertitude quant à l'avenir. Et cela nous aidait à vraiment voir l'importance de donner une vision cohérente et claire de ce qu'on pourrait s'attendre à voir à l'avenir dans le domaine afin de contourner ou de réduire des perceptions négatives par rapport à l'avenir de l'industrie et vraiment à cibler les points positifs. Parmi les facteurs qui décourageraient nos participants d'entrer dans l'industrie langagière ou à présenter un profil un peu négatif de l'industrie, malheureusement, les technologies étaient en chef de file et ce, de loin. Presque la moitié de nos participants ont identifié les technologies comme des facteurs qui réduisaient leur satisfaction avec l'état de l'industrie. Mais ce n'était pas le seul facteur.
il y avait un peu d'inquiétude au niveau de l'avenir, donc des occasions d'emploi, les conditions de travail, la valorisation de la profession aussi. C'était parmi les facteurs les plus importants qui étaient cités. Je souligne aussi qu'en fait, cette question était une question ouverte. Donc, on n'avait pas proposé d'option, on avait demandé aux répondants de fournir spontanément leurs réflexions. Après, nous avons identifié des thèmes importants. Alors, l'importance des technologies dans l'esprit des participants était vraiment très, très évidente, très frappant. Euh, alors, il était vraiment important pour nous de creuser un peu plus et nous avons ajouté à cette question ouverte des questions un peu plus pointues, plus ponctuelles sur les technologies. Euh, Presque tous nos participants étaient d'accord pour dire que les technologies changeaient énormément l'industrie. Difficile d'être dans le domaine et ne pas le remarquer, évidemment. Mais environ les 2 tiers étaient d'accord pour dire que les technologies n'allaient pas remplacer les humains à court terme. C'était une réponse que nous avons trouvée très, très intéressante et un peu inquiétant pour vraiment essayer de comprendre pourquoi 1 tiers de nos diplômés penseraient pouvoir être remplacés par les technologies. Et ce n'est qu'en creusant finalement que nous avons pu comprendre pourquoi on a eu ce résultat. À regarder les commentaires qui étaient faits au sujet des technologies, on a finalement pu comprendre que nos diplômés ne pensaient pas pouvoir être remplacés de façon adéquate par les technologies, mais plus craignaient que d'autres parties prenantes dans l'industrie pourraient le croire, donc les clients, etc. Une autre source d'inquiétude ou de difficulté centrait autour du changement du type de tâche qu'on allait, euh, qu'on allait faire la plupart du temps. Donc, un changement de traduction de toutes pièces à la révision de traduction automatique et d'autres formes de texte hybrides. Il y avait une certaine dissatisfaction quant au changement de la traduction plus manuelle à la traduction plus technologisée avec toutes les adaptations qui étaient nécessaires. Il y avait aussi un certain souci pour la qualité qui était, selon certaines personnes, mise en danger par l'utilisation accrue des technologies. Ceci nous permettait vraiment de voir le genre de perception et de danger contre lesquels il faudrait lutter lors de la création de nouveaux programmes. Donc, premièrement, d'assurer que le portrait euh, de l'avenir de la traduction serait concret, réaliste, à jour, et finalement pour essayer de contourner le genre de mauvaise compréhension ou d'inquiétude qu'on pourrait voir dans l'industrie, que ce soit euh, au sein du groupe de langagiers ou pour des clients et d'autres parties prenantes. Heureusement, il y avait, il y avait aussi des éléments très positifs par rapport à l'industrie langagière. Nos participants ont souligné beaucoup de, d'éléments très positifs dans l'industrie langagière. Il y avait énormément de reconnaissance de la polyvalence qu'on a comme langagier. Beaucoup de compétences transversales, beaucoup de capacités de s'adapter à de nouvelles tâches, à de nouvelles approches,
et aussi la possibilité de faire toutes sortes de différentes choses au fil d'une carrière. C'était vraiment de loin la réponse la plus fréquente lorsqu'on posait la question sur les avantages ou les points forts de l'industrie langagière. On avait aussi beaucoup de satisfaction dans beaucoup des tâches centrales dans l'industrie langagière. Donc, la possibilité de fournir le genre de conseils sur l'utilisation des technologies, la gestion des tâches de traduction, etc. La possibilité de se spécialiser dans un domaine et vraiment mettre en œuvre ses compétences et ses connaissances. Euh, le fait de pouvoir ajuster ses conditions de travail, travailler à la pige ou à plein temps, à la maison ou au bureau. Euh, et le fait de travailler avec un outil aussi polyvalent et fascinant que la langue et de toujours continuer à apprendre tout au long d'une carrière. Euh, C'était parmi les facteurs les plus importants qui sortaient de notre discussion des avantages d'une carrière dans l'industrie langagière. Malheureusement, les technologies n'étaient pas parmi les points forts les plus souvent cités euh, pour l'industrie langagière, mais quand nous avons continué à creuser un peu dans les réponses plus ouvertes au sujet des technologies, nous avons identifié beaucoup d'éléments prometteurs par rapport aux technologies. Donc, on voit parmi nos participants une reconnaissance du fait que les technologies ont leur place, mais il y a aussi énormément de cas où c'est l'humain qui doit prendre le relais, qui doit mener le projet, qui doit gérer euh, la traduction et tout le processus. On voit les compétences qu'ont des traducteurs avec une formation classique pour s'adapter à de nouveaux contextes, entre autres la post-édition. On voit la possibilité de profiter des outils pour prendre en charge un certain nombre des aspects des travaux qu'on trouve moins intéressants ou plus mécaniques. Et on voit en fait la possibilité non seulement de maintenir une qualité, euh, une très bonne qualité, donc une qualité premium en traduction, qui est le rôle de l'humain, mais aussi la possibilité d'intervenir à toutes les étapes de conception, d'implantation et d'évaluation des outils. Donc, la possibilité de jouer un rôle dans l'avenir des technologies et de guider une exploitation efficace, mais aussi responsable de ces outils. À l'époque où on a recueilli ces données-là, c'était beaucoup, en fait, la traduction automatique qu'on parlait. L'IA générative était vraiment à ses tout débuts de l'implantation dans l'industrie. Mais on voyait, en fait, beaucoup de parallèles entre ce qui était dit au sujet de l'IA et ce qui était dit de la traduction automatique. Et en fait, ça souligne un point qui a été fait, entre autres, par M. Poirier, qui est ici aujourd'hui, dans un bel article dans The Conversation, pour souligner le fait qu'en fait, nous avons vécu un certain nombre de révolutions ces dernières années dans l'industrie langagière. On a vu apparaître les mémoires de traduction et puis la traduction automatique neuronale et maintenant l'IA générative. Et on a toujours passé à travers ces révolutions pour trouver notre rôle, pour nous adapter et pour garder en fait notre rôle d'expert euh, et de vraiment de penseur, de guide dans tout ce processus. Alors, c'est un peu la vision qu'on a essayé de prendre pour, euh, pour la conception du programme et pour la continuation de notre rôle comme formateur de langagers professionnels. Donc, on voit le traducteur, c'est une citation que j'adore de nos participants. Le traducteur est le chef d'orchestre
qui utilisent ces technologies euh, de manière efficace, responsable, bien pensée. Euh, la personne qui est capable d'expliquer les pourquoi, les comment, euh, ce qui est nécessaire pour bien utiliser un outil, qui maintient la qualité et qui est aussi un acteur dynamique et important, central, en fait, pour déterminer l'avenir des outils et aussi de la traduction elle-même. Donc, c'est un peu avec cette vision qu'on a décidé d'essayer de construire notre programme, de faire nos choix euh, avec l'idée que les technologies allaient jouer un rôle important, euh, allaient être bien intégrées au programme le plus judicieusement possible. Ce n'est pas facile de décider comment, mais c'était notre objectif. On voulait créer un programme qui serait bien ancré dans l'industrie. Donc, on avait décidé de rester dans notre niche, de proposer un programme qui était principalement en présentiel à Ottawa, donc un endroit riche pour l'industrie avec beaucoup de réseautage possible. Il était très important pour nous de garder nos contacts avec les associations professionnelles, de continuer les discussions, de fournir ou d'intégrer de l'expérience du travail et aussi de faire appel à des professeurs à temps partiel, donc des traducteurs, traductrices en exercice qui avaient des connaissances actuelles et vraiment directes euh, sur l'état du marché, les stratégies qui sont implantées, les défis et les joies d'être l'engagé professionnel de nos jours. Et nous avons reconnu évidemment l'importance de la diversification. Donc, de préparer euh, nos diplômés pour plusieurs différents rôles, ce qui implique, entre autres, une structure qui est modulaire, qui est le plus personnalisable possible et aussi qui serait souple, donc qui permettrait d'adapter aux réalités changeantes. Entre autres, on essaiera de refléter la demande de spécialisation à un moment donné et aussi d'ouvrir la possibilité de formation continue et de collaboration. Donc, d'ouvrir, par exemple, un certain nombre de nos cours à des étudiants de différents domaines ou bien d'inviter des professionnels à revenir aux études pour compléter ou mettre à jour euh, leurs connaissances. Alors, je vais vous présenter un peu le survol de notre programme de curriculum que nous avons pu créer. Il s'agira d'un programme de 4 sessions et de 45 crédits euh, qui commence premièrement avec un tronc commun. Donc, ces compétences de base en traduction que tout diplômé devrait avoir. Évidemment, il faudra une certaine formation en documentation et en terminologie, gestion terminologique à des fins de traduction. Une initiation à l'industrie langagière, donc quels sont les rôles qu'on peut jouer, quelles sont les responsabilités, euh, comment est-ce qu'un flux de travail se constitue typiquement, quels sont les enjeux euh, déontologiques, par exemple, etc. Euh, on va présenter quand même, pas tout de suite, mais très tôt dans le programme, quand même, la traduction automatique et la post-édition. Donc, quels sont les principes de base, comment ça fonctionne, comment on travaille avec. Et aussi des théories qui peuvent informer la réflexion tout au long du programme. Donc, des théories à orientation un peu plus professionnelle, mais quand même qui donnent une bonne base pour avoir une pensée critique ou une réflexion critique sur la pratique.
à ce tronc commun où les anglophones et les francophones travailleront ensemble. Il y aura aussi, bien évidemment, des cours de traduction et de rédaction dans chacune des langues qui comprennent la traduction générale, une traduction spécialisée et aussi une spécialisation dans un domaine particulier de pointe. Alors, pour cette première année, par exemple, on visera le juridique ou l'administratif comme option. L'idée ici, c'est vraiment de préparer les étudiants à continuer leur développement et à viser différentes possibilités de carrière euh, et à se préparer à commencer à explorer euh, le métier de langagier en faisant un stage coop ou un stage interne. Euh, Et c'est à ce point-là, ayant cette base, que l'étudiant va probablement arriver au stade où ils sont prêts à contempler les différentes possibilités euh, qui s'ouvrent à eux. Alors, par exemple, quelqu'un qui aurait déjà une formation en droit, un bon bagage en droit, qui aurait découvert la traduction, suivi des cours de traduction juridique, pourrait, par exemple, explorer la possibilité de devenir jurilinguiste. Euh, ou bien ceux qui ont un intérêt pour le travail à la pige pourraient commencer à développer un certain intérêt pour le travail à la pige et chercher une formation complémentaire pour atteindre cet objectif. Alors, c'est là où on commence à introduire des modules optionnels. Euh, donc, généralement, 2 cours ou l'équivalent sur un thème donné qui permet de construire une formation un peu sur mesure. Alors, par exemple, pour l'industrie langagière, ça pourrait être gestion d'une petite entreprise dans l'industrie langagière ou la gestion de projet. Pour ceux qui s'intéresseraient à devenir spécialiste en technologie ou terminologue, il y a un module en technologie et terminologie. On pourrait diversifier un peu sa formation en faisant de la version ou en traduisant de et vers une troisième langue, ou on pourrait explorer la traduction littéraire. Pour ceux qui ont éventuellement intérêt à continuer leurs études pour développer un peu plus dans une direction connexe, on pourrait poursuivre des études d'interprétation en faisant des cours de base, donc initiation à l'interprétation et traduction à vue pour peaufiner les compétences nécessaires pour devenir un bon interprète. Et ceux qui ont un intérêt particulier pour l'aspect théorique et éventuellement pour la traductologie pourraient faire un projet de synthèse qui permet de réfléchir et de contextualiser leur pratique de façon un peu plus théorique et pourraient aussi suivre des cours un peu plus théoriques également. Alors, notre but avec la construction du programme, c'est vraiment de permettre ce dynamisme et cette diversification des rôles selon les besoins de chaque étudiant. Euh, dans un contexte de ressources limitées, ce n'est pas nécessairement euh, très, très facile. On le voit tout de suite. Mais heureusement, ce qui est assez intéressant, c'est que nous avons certaines possibilités de collaboration avec certains cours. Donc, des étudiants en littérature pourraient s'intéresser à la traduction littéraire. Les étudiants en langue moderne pourraient s'intéresser aux cours de traduction avec une troisième langue. Des professionnels pourraient éventuellement vouloir se mettre à jour sur les technologies ou de futurs pigistes pourraient éventuellement explorer des cours sur l'industrie langagière. Donc, l'idée, c'est d'offrir le plus de souplesse possible. C'est le but, en tout cas. Un commentaire que nous avons reçu et en fait qui est logique étant donné toute la discussion de la technologie que nous avons eue jusqu'ici, c'est le manque de cours axés sur les technologies dans le programme. Et c'est un commentaire que nous avons reçu d'un de nos participants par rapport à nos anciens programmes. Donc, souvent, les technologies
s'enseigne un peu en isolation. On a un cours, on n'a pas vraiment la possibilité d'explorer pleinement les outils. Euh, et ce, malgré les efforts des professeurs à l'Ottawa, mais aussi ailleurs. Donc, ça prend beaucoup d'efforts, en fait, pour explorer pleinement les outils et les introduire à travers le programme. Mais ça vaut la peine. Et donc, c'est quelque chose que nous avons identifié comme une priorité tout au long de la conception du programme. Et si on regarde les descriptions de nos cours de traduction, chacune comporte cette petite mention avec et sans outils informatiques. Cela souligne vraiment notre volonté d'essayer d'équilibrer les compétences linguistiques traductionnelles de base, mais à les compléter avec une capacité d'exploiter les outils de façon efficace. Donc, de gérer les deux en même temps. Ce sera un gros défi, mais nous pensons que c'est absolument essentiel. Euh, et donc, tout au long du programme, nous allons essayer euh, de favoriser une pensée critique sur les technologies. Et c'est une petite réflexion que nous avons fait au sujet des possibilités d'intégration ou d'évaluation des outils dans différentes sortes de cours. Évidemment, dans des cours de technologie, on va parler des principes de base, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on peut l'utiliser de façon optimale. Euh, Aussi, on peut aborder des questions de l'évaluation formelle. Donc, quelles sont les méthodologies d'évaluation d'outils qu'on peut mettre en place? Euh, quelles sont les mesures humaines ou automatiques qu'on utilise couramment? Comment est-ce qu'on peut juger de la qualité de la sortie? Et évidemment, on va continuer à explorer les nouvelles directions à chaque fois que les technologies évoluent. Mais il faut aller bien au-delà de ces cours pour explorer, évidemment. Dans les cours de transfert, donc, il est nécessaire de parler du choix d'outils. Donc, est-ce qu'on utilise des outils pour une telle tâche? Si oui, quels outils? Comment? Comment est-ce qu'on va les évaluer en contexte? Donc, en général, et vraiment pour un but donné. Évidemment, on va aussi essayer de les utiliser une partie du temps en contexte traductionnel. Lorsqu'on parle de position ou de révision, évidemment, il y aura une exploitation de différents types d'interactions, les lignes directrices associées avec chaque tâche. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre les directrices au niveau pratique. Euh, Dans les spécialisations, on va acquérir des connaissances vraiment primordiales, disons, des compétences ou des connaissances conceptuelles et linguistiques, terminologiques, etc., qui vont nous guider dans notre tâche, non seulement de traduction de toutes pièces, mais aussi dans l'évaluation des sorties de la traduction automatique ou de l'IA générative. Les hallucinations, par exemple, qui sont très, très souvent citées comme problématiques dans l'usage de ces outils-là. C'est à l'aide de ces compétences, ces connaissances du domaine qu'on sera en mesure de bien évaluer, évidemment, la sortie machine, de vérifier son exactitude et de corriger aux besoins euh, grâce, entre autres, à une connaissance des ressources disponibles spécifiques à ce domaine-là. Lors de l'expérience du travail, on va voir comment différents employeurs ou différents contextes ont adapté les outils à leur propre utilisation, comment ils ont construit des flux de travail, quels sont les processus, les intervenants, des timelines, etc. Donc, pour vraiment voir comment différents employeurs ont décidé d'implanter euh, des outils. Et dans la discussion de l'industrie langagère, donc on pourra explorer non seulement la gestion de projet, mais aussi des questions déontologiques,
On peut s'attarder sur les effets sur l'industrie, la valorisation du travail, les enjeux pour les professionnels, notre rôle comme professionnels pour promouvoir le rôle en fait de l'humain, ainsi qu'une exploitation efficace et responsable des outils. Alors, ça fait le bilan. Je ne vous dis pas grand-chose que vous n'avez pas nécessairement découvert, vous autres non plus. Mais c'est quand même un peu le survol qu'on veut donner aux potentiels étudiants et à nos professeurs à temps partiel lorsqu'on on crée le programme et on essaie de créer quelque chose vraiment de très cohérent. Et je dis, on va essayer parce qu'il y a énormément de défis qui seront prêts, auxquels nous serons confrontés. Euh, et nous avons déjà été confrontés. Euh, j'ai parlé tout à l'heure de la nécessité de continuer à mettre à jour constamment les programmes avec l'apport des parties prenantes. Alors, nous avons l'intention de continuer les discussions, évidemment, avec les associations professionnelles, avec des professionnels diplômés, etc. C'est cette discussion constante qui va nous aider à gérer le fait que le processus de création et de révision est assez long et assez complexe. Et la seule façon que nous allons pouvoir gérer cette difficulté, c'est en créer des cours qui sont les plus euh, polyvalents et souples possibles. Et nous espérons, en utilisant cette structure modulaire qui permet de mettre à jour au fur et à mesure que l'industrie évolue. Donc, les spécialisations en traduction peuvent évoluer, par exemple. On peut changer de troisième langue. On va probablement commencer avec l'espagnol, mais ça pourrait devenir l'arabe, ça pourrait devenir le chinois, selon la demande, pour essayer vraiment d'appuyer l'industrie le plus possible et satisfaire aux besoins de nos étudiants. Nous allons lutter beaucoup avec, je pense, la cohérence du programme. La modularité, c'est en fait un atout, à notre avis, mais on aura besoin de mettre en œuvre énormément d'efforts pour assurer la cohérence du programme, surtout avec l'intervention des professeurs à temps plein et à temps partiel. Nous allons devoir travailler en étroite collaboration pour avoir une belle vue d'ensemble du programme et pour partager les idées, pour partager les priorités, pour nous mettre pour coordonner nos efforts afin d'assurer euh, une, euh, une continuité, disons, une cohérence, tout en réduisant la, la redondance. Euh, nous trouvons que la formation antérieure des étudiants sera assez intéressant parce que là, ils vont apporter leur bagage, leurs connaissances, leurs compétences variées. Ils vont pouvoir échanger entre eux et apprendre les uns des autres, ce qu'on trouve merveilleux. Euh, mais on va quand même confronter un certain nombre de difficultés au niveau de groupes euh, assez diverses, des niveaux de compétences dans différents aspects de, de, de la traduction du programme euh, qui sont assez difficiles à gérer. Mais nous espérons, en fait, arriver à gérer ça de façon à profiter au maximum des échanges entre les étudiants. Donc, en fournissant des occasions de travail en groupe, en s'assurant que nos groupes sont mixtes, donc les francophones et les anglophones pourront s'entraider les uns les autres. Évidemment, on va essayer d'aider les professeurs le plus possible à connaître le bassin des étudiants et à comprendre leurs défis et leurs intérêts le plus possible. Les technologies vont bien sûr apporter un certain nombre de défis. Donc, premièrement,
à quel moment, de quelle façon, à quel degré il faudrait les intégrer. Euh, Ce sont de grosses questions, des questions qui, à mon avis, n'ont jamais été euh, suffisamment, ben, pour lesquelles on n'a pas vraiment de réponse claire. Tout le monde a son point de vue, mais c'est certain que c'est une grosse question. C'est compliqué aussi, en fait, par la question de la liberté académique. Donc, chaque professeur aura son mot à dire, ses priorités, son point de vue et absolument important de respecter ces différents points de vue, tout en assurant de garder une certaine cohérence et une certaine vision du programme. Alors là, on essaie de laisser une certaine souplesse quant à la description, donc avec et sans outils informatiques, tout en essayant de faire valoir notre vue d'ensemble du programme. Donc, de mettre à la disposition de chaque professeur un bon survol du programme, les priorités pour le cours qu'il ou elle va donner, et aussi de partager le plus possible des ressources, des idées, donc en produisant des ressources pour l'utilisation dans les cours, des modèles d'exercices qui pourraient explorer, des exemples de travaux qu'on pourrait donner, à des bibliographies commentées pour ceux qui veulent apprendre un peu plus sur un certain sujet. Donc, d'équiper le plus possible nos profs avec des ressources faciles d'accès et, euh, et nous espérons bien utiles pour leur travail. Tout ce qui est technologie dit mis à jour, bien sûr. Donc, on assume un renouvellement des outils assez constant et avec les mises à jour d'outils, bien la mise à jour des ressources, évidemment. Donc, tout ce qu'on fournit aux profs va devoir être mis à jour assez constamment. Euh, on dépendra beaucoup, en fait, de la bonne volonté de partage euh, de nos professeurs, s'ils veulent partager leurs idées, leurs adaptations, leurs mises à jour. C'est toujours très apprécié, euh, de façon volontaire, évidemment. On essaiera de proposer une variété d'outils que les profs peuvent explorer et intégrer, que les étudiants peuvent utiliser, surtout dans le nuage, donc pour alléger un peu la tâche de nos services d'ITI, qui sont merveilleux, mais qui sont quand même très, très occupés, qui ont énormément de travail à faire. Euh, alors, ça va être une partie importante de notre travail qui n'est pas nécessairement facile à gérer, mais euh, qui, à notre avis, vaut la peine. Mais bon, une question euh, très, très importante et très, très épineuse, et très épineuse, évidemment, c'est l'évaluation. J'ai hâte d'entendre vos commentaires à ce sujet parce qu'on on a lutté avec la question dès l'examen d'admission jusqu'à, évidemment, la conception des travaux et des examens pour, euh, pour les cours. À une certaine époque, notre examen d'admission était centré autour d'un résumé interlinguistique. Donc, on vous donne un texte en français, vous résumez en anglais ou vice-versa. Et beaucoup des travaux et des examens, surtout à l'époque où moi j'ai fait mon bac, étaient des traductions, simplement des traductions. À ce moment-ci, bon, on est absolument obligé de revoir les possibilités. Et je pense que nous sommes tous au stade de réflexion, en fait, de conception de nouvelles possibilités, d'exploration de nouvelles possibilités, avec toute la complexité, mais aussi l'intérêt que ça porte. Alors, différentes possibilités se présentent de retourner à la vieille école de traduction sur papier que certains, donc crayon et papier, que certains ont commencé à réintroduire. Euh, le fait d'accompagner des traductions par des commentaires développés pour expliquer les motivations, euh, les choix, les hésitations, etc. Est-ce qu'on fait un peu plus de traduction à vue, par exemple,
on est obligé de travailler presque à l'oral euh, pour développer ce genre de compétences. Des traductions que j'appellerais sur mesure, donc basées sur un translation brief, donc un contexte, une mise en situation bien définie, donc pour laquelle il faut vraiment adapter chaque traduction. Est-ce qu'on passe aux entrevues, aux présentations, aux examens oraux? C'est aussi une possibilité qui est un peu plus difficile pour la traduction pure et dure, mais pourrait être très utile pour d'autres types de cours. Est-ce qu'on pose des questions qui exigent plus de réflexion ou de discussion ou de contemplation, disons, d'exploration des différentes possibilités? Est-ce qu'on intègre plus de polices d'édition dans nos travaux? Donc, euh, pas seulement comme une option, mais comme une obligation. Est-ce qu'on fait la post-édition commentée? Donc, expliquer les choix, euh, élargir un peu sur les différentes possibilités, le lien avec les approches ou les lignes directrices. Euh, Est-ce qu'on intègre justement l'exploitation des outils d'IA ou de traduction automatique euh, ou pour explorer les possibilités d'adaptation, de paramétrage, de modification? Euh, donc, toutes ces possibilités entrent en jeu dans la conception des cours et ce sera à chaque prof vraiment d'explorer la chose. Euh, Au niveau des examens d'admission, euh, nous avons décidé de combiner en fait différents éléments. Donc, un peu de rédaction sans outils, un peu d'édition, de révision, euh, des questions linguistiques et une entrevue. Alors, c'est un processus assez lourd à date, euh, mais qui permet d'avoir une certaine vue d'ensemble des capacités et des connaissances des étudiants à notre aide. Et c'est parmi les éléments les plus complexes, je pense, qu'on étudie pour l'instant. J'ai hâte de vous écouter à ce sujet-là, vos idées, vos possibilités, vos trouvailles. Euh, une autre question, en fait, c'est à quel point on met l'accent sur l'évaluation de la sortie des outils. Donc, est-ce que ce sont des compétences qu'il faudrait introduire explicitement dans les objectifs de nos cours et de nos programmes? Une étudiante à l'Ottawa se penche sur la question actuellement et peut-être un jour viendra vous présenter elle-même les fruits de son travail. Non, je pense que j'ai assez parlé pour l'instant. J'ai hâte de vous écouter. Euh, Juste pour vous dire quels sont nos prochains pas. Euh, donc, on accueille notre première cohorte en 2026, en septembre. Euh, donc, notre travail pour l'instant, c'est de gérer la coordination entre les professeurs, de clarifier la vue d'ensemble de notre programme, de développer ces ressources et de, de continuer nos conversations avec les parties prenantes, avec les étudiants, euh, pour cibler les prochaines directions euh, et pour permettre une évaluation en continu euh, des options et des processus d'intégration des technologies, de conception des cours, d'évaluation, etc. Et bon, euh, il y a toujours les défis du recrutement, de mettre en évidence les possibilités d'avenir de l'industrie, des programmes, etc. Et d'attirer euh, des étudiants non seulement au programme, mais surtout à l'industrie, euh, qui reste importante, centrale. Nos rêves, évidemment, c'est de préparer les diplômés pour une carrière ou sans doute de nos jours, peut-être plusieurs carrières qui sont en constante évolution. De les
aider à s'adapter plus facilement aux changements à venir, à prendre l'habitude de faire une formation continue, à développer leurs compétences transversales, polyvalentes, donc qui permettent de faire toutes sortes de belles choses dans l'industrie langagière et au-delà de l'industrie, et toujours d'essayer d'équilibrer les compétences de base et des compétences technologiques euh, afin d'ouvrir toutes sortes de portes pour l'avenir. Un gros défi, un gros défi, mais on se lance. Euh, alors, euh, évidemment, si vous voulez en savoir plus, il y a toujours le site web de l'université et une petite publication qui fait le bilan un peu de certaines choses que je viens de présenter, que je vous invite à consulter. Euh, et surtout, je tiens à remercier toutes et tous qui ont participé à nos enquêtes, qui ont donné leur feedback, leur rétroaction, leurs suggestions. C'était précieux pour nous. Euh, et nous avons beaucoup appris, nous allons continuer à apprendre. Et je vous remercie énormément de votre attention et surtout de vos commentaires à venir. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette superbe présentation. J'ai appris beaucoup de choses. J'aime que le portrait soit optimiste. J'imagine même pas toutes les heures de travail que tu as mis, toi et tes collègues à l'Université d'Ottawa. Donc, je tenais peut-être juste à le mentionner, le souligner. Sinon, ben, je vais ouvrir aux questions et aux commentaires de la salle, des collègues qui se lancent en premier. Je sais que c'est... Ah, Oh, pardon. vas-y, Eric. Ah, c'est souvent moi, de toute façon. Je suis pas, c'est pas nouveau. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Merci de la présentation, c'était excellent. J'avais une question puis un commentaire. La première question, c'est, vous avez mentionné la spécialisation traditionnelle en droit et administratif. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne les autres spécialisations dans le domaine médical, économique j'en oublie, là, technique et scientifique ou pas? Première question. Puis par rapport à l'évaluation, bien, je pense qu'il va falloir opérationnaliser nos connaissances, c'est-à-dire aller au-delà de la simple traduction. Pour maîtriser la traduction, il va falloir formaliser un peu nos compétences et peut-être aller vers quelque chose de plus, en tout cas, pas que ça, mais il faudrait aller plus vers l'empirisme peut-être d'une certaine façon, sans exclure la démarche créative et artistique. Là, je pense qu'il faut être conscient il y a cet aspect-là qui est toujours présent en traduction. Mais voilà, c'est un commentaire. Mais bravo, bravo pour ce travail-là qui met bien en place l'apport et les difficultés des technologies dans notre travail. Merci. C'est Eric. Oui, c'est une super bonne question finalement sur le choix de spécialisation. Euh, ce n'est pas évident, surtout de faire rentrer tout ce qu'on souhaiterait rentrer dans un programme. Euh, et nous avons dû donc prendre un certain nombre de choix afin d'arriver à atteindre le, disons, à mettre tout ce qu'on pouvait dans aussi peu de temps et aussi peu de crédit. Euh, nous avons, nous allons garder un cours de traduction spécialisée, donc qui permettra de voir un- une certaine variété de domaines. Donc, on a le général qui n'est la traduction générale n'existe presque pas finalement. C'est toujours spécialisé à un certain degré, mais un moindre degré. Euh, mais oui, on peut explorer différentes sortes d'approches et puis au fur et à mesure que la demande change, on pourra
éventuellement introduire d'autres spécialisations si la demande est là, ou peut-être changer de spécialisation. Maintenant, on a un besoin criant de traducteurs juridiques. Il y a un intérêt pour ça de la part de plusieurs professionnels. Alors, c'est c'est un trou qu'on essaie de boucher un peu. Mais ce n'est pas à dire que, par exemple, si la traduction biomédicale devient la priorité dans l'industrie sous peu et qu'on a les ressources professorales pour le faire, etc., qu'on ne pourrait pas virer un peu dans cette direction-là. C'est un peu pour ça qu'on a décidé de concevoir des spécialisations un peu comme modulaires. Mais c'est beaucoup une question de ressources et de possibilités finalement. C'est pas évident. C'est pas évident de choisir. Côté, oui, évaluation, je suis tout à fait d'accord en fait qu'il va falloir compléter la pratique avec toutes sortes de réflexions et arriver à bien cibler les objectifs qu'on veut atteindre et développer des évaluations en conséquence. Tout à fait. Donc, nous sommes à ce stade-là, vraiment de concrétiser les objectifs d'apprentissage pour chacun des cours et de suggérer donc des façons d'évaluer en lien avec ces objectifs d'apprentissage, effectivement. Mais oui, la façon de le faire de manière AI-proof, c'est vraiment un gros défi que je pense que tout le monde est aux prises avec ça et j'ai hâte de vous écouter et maintenant de voir ce que vous faites. Zélie? Oui, bonjour. Moi, c'est merveilleux d'être au début d'un processus parce que tout est possible et tout est moderne et tout est bien pensé, euh, je pense. J'aurais deux choses à te dire. D'abord, à propos de l'évaluation, ça m'intéresse beaucoup. On oublie souvent que quand on enseigne la traduction spécialisée, il y a d'autres compétences qu'on recherche, c'est-à-dire les connaissances extralinguistiques. Il faudrait pas les oublier dans l'énumération. Et je dois dire que c'est peut-être plus facile à évaluer, en fait, peut-être plus facile en ce sens que ça peut se cerner par rapport à ce qu'on a enseigné. Un deuxième point en matière d'évaluation aussi, en principe, selon euh, les principes de la formation, on évalue ce qu'on a enseigné et non pas une typologie d'exercice. Et la traduction, l'exercice traditionnel de traduction, on n'a jamais démontré que c'était la meilleure façon d'évaluer l'enseignement qu'on a donné. C'est une manière facile, on va dire, qu'on a utilisé longtemps, mais qui est à revoir absolument. Le deuxième point, je crois que ce qui est merveilleux ou très extraordinaire dans votre programme, c'est la place que vous accordez aux professionnels, aux gens de l'extérieur, ce que vous appelez les professeurs à temps partiel. En effet, c'est ça qui va faire le lien, parce que le vrai problème qui se pose, c'est évidemment l'utilisation des outils. Et puis on a besoin d'être au courant de ce qui se passe au fil du temps et il va y avoir beaucoup d'évolution. Donc c'est le milieu qui va apporter son expertise. Alors, je ne sais pas si c'est un secret de vous demander ça, mais quelle est la proportion des professeurs de métier, si je peux dire, à temps plein, et des professeurs venant de l'extérieur, ou la proportion souhaitable et souhaitée? Voilà, ce qui est des fois très différent de la pratique, Réel. tout à fait. Merci de ces super bons points. Vous avez tout à fait raison de dire que, bon, tout est simple, tout est beau jusqu'au moment où the rubber hits the road. Et puis, nous allons sans doute avoir beaucoup de surprises, beaucoup d'obstacles, beaucoup de contretemps. C'est presque inévitable. Mais comme vous avez dit, on est chanceux d'avoir
un groupe de professeurs à temps partiel, un bon réseau, une richesse dans le domaine, euh, dans la région de la capitale nationale. Et on mise beaucoup, en fait, sur l'apport de ces personnes-là, nos interlocuteurs dans les associations professionnelles, etc. C'est super important. Euh, oui, pour les profs à temps partiel, on a toujours trouvé, en fait, c'est traditionnel à l'école, il y a toujours eu beaucoup de profs à temps partiel. Et j'ai toujours apprécié, étudiante de bac moi-même, j'appréciais énormément le fait que mes professeurs arrivaient en cours avec l'histoire de qu'est-ce que j'ai fait, le client que j'ai eu cette semaine m'a présenté tel genre de problème, voici comment je l'ai résolu, ou oui, j'ai ce nouveau dictionnaire ou ce nouvel outil, voici comment je l'utilise. J'ai toujours beaucoup apprécié ça. Alors, c'est un point fort, je pense, Oui. d'avoir les profs à temps partiel, les chargés de cours, etc. Donc, toutes sortes de terminologies, peu importe la terminologie qu'on utilise. Euh, c'est aussi, franchement, une nécessité chez nous parce qu'on est de moins en moins nombreux. Alors, euh, ayant très peu de profs à temps plein, c'est vrai que pour l'instant, surtout cette année, la majorité des cours vont être donnés par des profs à temps partiel. Mais on s'engage à justement essayer de gérer cette collaboration. On est très chanceux d'avoir des profs à temps partiel depuis longtemps. On va tout faire pour s'assurer qu'ils reviennent, mais aussi pour les appuyer le plus possible, à faire une coordination étroite, à partager les ressources, euh, à donner des ressources justement pour faciliter leurs tâches. Euh, donc, c'est l'équilibre qu'il faut trouver entre la cohérence du programme, la possibilité aussi d'enseigner à temps partiel de façon raisonnable, sans devoir s'investir euh, beaucoup trop, finalement, à l'adaptation et au nouveau programme. Et puis le point de vue, en fait, la diversité, le point de vue, l'expérience réelle qu'offrent nos profs à temps partiel. C'est bien parti. Ben, on est optimiste, mais quand même, on essaie d'être réaliste. C'est un gros défi. C'est un gros beau, on ne peut pas le nier. Mais on est très chanceux d'avoir eu la participation de, de beaucoup d'intervenants qui ont donné des pistes. Bon, si je peux me permettre une autre question, est-ce qu'il y a dans le milieu universitaire des pressions, c'est-à-dire est-ce il y aura des croyances selon lesquelles la traduction devrait être éliminée, tout simplement? Est-ce que c'est ça la difficulté centrale et la Je, démonstration à faire? je pense qu'on a certainement du travail à faire pour la sensibilisation, pour la promotion du métier, pour la valorisation du travail, etc. On est à un certain point chanceux à l'Université d'Ottawa parce qu'on est une université bilingue. C'est-à-dire que tout le monde côtoie, mais disons, travaille avec des traductions tous les jours, mais ce n'est pas à dire que c'est entièrement compris, qu'on comprend les enjeux, qu'on comprend les différences des qualités, etc. Alors, on a toujours du chemin à faire, même à l'interne, pour faire comprendre l'importance de la bonne traduction et du rôle que ça peut jouer. Euh, et je pense, oui, au-delà de l'université, c'est clair, nous avons tous notre travail à faire pour sensibiliser euh, les clients, les potentiels clients, les consommateurs de traduction, etc., à- à- aux enjeux, à l'importance, à l'apport, en fait, à la valeur ajoutée de la traduction humaine ou vérifiée par des humains, des humains en tout cas. Ce que vous dites, ça correspond à ce que nous vivons aussi ailleurs. On est tous un peu logés à la même enseigne.
Absolument. Je pense que c'est nous tous à différentes universités, les associations professionnelles, en fait, font énormément d'efforts pour faire connaître ces enjeux. En fait, parmi les choses que j'ai plus appréciées, à l'automne, j'ai donné le cours d'initiation à la traduction. Donc, des étudiants qui viennent de toutes sortes de programmes, qui s'intéressent un peu à découvrir la traduction sans nécessairement savoir c'est quoi, qu'est-ce que ça implique, quels sont les enjeux. Et c'est super, en fait, de pouvoir donner des cours comme ça, faire connaître les limites des outils, les possibilités des outils, quand ça marche pas. Qu'est-ce que ça implique d'être traducteur, être localisateur, être interprète, être rédacteur technique, etc. Donc, terminologue. C'est quoi un terminologue? Ça fait quoi? Et c'est ce genre de choses, en fait, que je trouve super important. Je pense qu'on devrait faire plus ça. On devrait offrir plus d'occasions de connaître euh, la traduction et les outils. Donc, presque tous nos étudiants travaillent, comme nos étudiants au niveau universitaire travaillent déjà avec la traduction automatique de temps en temps, la générative de temps en temps. Donc, on a un devoir, je pense, comme langagé professionnel, mais aussi comme université, de faire connaître les principes de base, les enjeux, responsabilités qu'on a lorsqu'on travaille avec les outils à, à très grande échelle. Euh, oui. Voilà, my hobby horse. C'est toujours. Merci, merci. Moi, je vais céder la parole à d'autres. Sylvie? Oui, alors d'abord félicitations Elisabeth pour ta présentation. Je reconnais toute la minutie que tu mets dans ton travail et donc je voulais te féliciter vraiment pour cette présentation très détaillée, très mesurée, très intéressante. En fait, j'avais trois questions mais qui sont un peu reliées les unes avec les autres. Je me demandais si dans le cadre de votre enquête et de votre réflexion, vous aviez pu aborder la question des processus cognitifs chez les étudiants et chez les professionnels, parce que mon impression, c'est qu'on saute un peu trop vite à la conclusion qu'il ne faut faire que de la post-édition en classe. Je ne suis pas convaincue du tout de ça, la première question. La deuxième question va être comment vous allez tenir compte du fait que les technologies évoluent extrêmement rapidement et que c'est un véritable défi, je pense, au niveau universitaire pour proposer des outils dans les formations, dans la mesure, par exemple, si on prend juste les chats GPT de ce monde, ben, si on utilise la version gratuite, c'est pas du tout la même chose que si on utilise les versions pro, qu'il y a une diversité de ces outils-là. Il y a ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, etc., etc. Donc ça me paraît être un problème. Et le troisième point qui est un petit peu en lien avec tout ça, et je me demandais si vous aviez pu rencontrer ça dans le cadre de l'enquête plus particulièrement, c'est le fait qu'on a sur le marché du travail des conditions d'exercice de la profession qui sont totalement aberrantes, du style, l'agence veut vendre sa traduction au meilleur prix possible et elle impose des conditions de travail aux traducteurs du style, fais-moi une révision rapide et t'as accès à aucune documentation. Et ça me paraît être létal pour les gens qui s'engagent dans les études. Et j'ai un peu l'impression que tout ça est un petit peu en lien. Et comment devrait donc se positionner l'université par rapport à des pratiques professionnelles qui ne devraient pas être encouragées? Dans la mesure où, en fait, il y a plein de situations où on a besoin de traduction dite manuelle. Je déteste ce mot-là, mais on verra si on peut en trouver un meilleur. Mais à mon avis, il y a un enjeu. Alors, pour revenir à ma question du début, il y a vraiment un enjeu au niveau cognitif. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Est-ce que c'est Oui, clair? Oui, d'accord. très, très clair. Aussi, super complexe. Donc, Ah oui, oui, répondre à ça, c'est pas ah du oui. tout évident. Tout à fait. Processus cognitif, oui, je pense que c'est
super important. En fait, je suis très contente de voir qu'il y a de plus en plus de ressources qui discutent justement de cette question. Donc, on va sans doute essayer de profiter au maximum en faisant peut-être en mettant à la disposition de nos profs aussi des petits survols de la littérature, une invitation d'explorer un peu plus ces écrits-là pour faire une base. Euh, mais oui, ce sera absolument important de tenir en compte, en fait, ce genre de processus d'acquisition de compétences, de réflexion. Je me penche beaucoup euh, vers l'intégration de commentaires et d'explications des choix de traduction et la mise en contexte. Donc, le fait de travailler toujours avec un translation brief très clair. Excusez-moi, j'arrive pas à trouver le mot en français, translation brief. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Une contextualisation. Amanda? Un mandat de Un mandat, traduction. très bien, excellent, merci. Oui, oui, qui contextualise, effectivement. Donc, oui, avec un mandat de traduction bien clair, en fait, pour que nos choix se prennent en fonction de ce mandat, ce qui permet de faire preuve de la réflexion, de faire des liens. Donc, je suis vraiment pour ça. Euh, et aussi, non seulement par écrit, mais aussi à l'oral, donc la capacité d'expliquer à l'oral, comme on ferait à un client, par exemple, pourquoi on a fait tel choix. Euh, ce qui, ce qui nous oblige à être conscients de notre processus cognitif aussi, ce que j'aime beaucoup. Euh, Parce que là, c'est moins en fait la mécanique qui importe pour l'instant, c'est vraiment la réflexion derrière, les choix, la motivation, le fondement. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je suis aussi d'accord absolument que faire que de la position, ça ne marche pas. Euh, il faut avoir une belle direction. Euh, donc, savoir vers quoi on veut aller avant de voir à quel point l'outil nous aide à arriver à ce point-là. Une technique d'une autre professeure que j'ai beaucoup aimée, en fait, c'est de demander aux étudiants de traduire eux-mêmes en premier et puis de soumettre le texte à un outil pour voir les différences. Donc, on fait la réflexion, on fait le travail en premier. Là, on voit à quel point le produit de l'outil est similaire, les forces, les faiblesses, etc. Donc, c'est ce genre d'exercice euh, que, que peut-être qui va nous aider à voir les possibilités des deux. Mais c'est une possibilité parmi d'autres. Je pense que vous avez tous vos idées, vos exercices, vos stratégies. Et ce que j'aimerais vraiment faire, mais à plus grande échelle, mais surtout au sein du programme, c'est de se réunir régulièrement pour partager ces options. Donc, voici un exercice que j'ai développé. J'ai trouvé que ça marche bien. Euh, Peut-être que vous aimeriez faire quelque chose de similaire dans vos cours. Donc, juste pour se partager une idée. Euh, oui, des pratiques professionnelles aberrantes, euh, il y en a. C'est clair. Donc, je compte sur plusieurs éléments. Donc, premièrement, la part des professionnels au programme. Donc, ils ont vu et vécu ce genre de situation et pourront partager leurs expériences. Euh, L'importance de notre cours, en fait, sur l'industrie langagère, donc qui fait le bilan des enjeux éthiques, oui, des réalités de la profession, des principes fondateurs qu'on veut respecter au maximum. Je pense qu'en fin de compte, ce sera toujours l'étudiante ou l'étudiant qui va prendre, qui va choisir, mais il sera très important d'assurer que ces décisions sont prises avec une bonne connaissance des enjeux, des principes de base, des expériences de professionnels plus expérimentés qui ont passé par des situations difficiles, etc. Mais oui, s'il y a de meilleures façons de gérer ça, je suis à l'écoute parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile.
Et la question du financement des outils, est-ce que tu as pu avoir? Oui, oui, excellente question. Euh, c'est vrai, je pense que nous allons devoir confronter beaucoup de difficultés avec. Il y a d'autres questions lors d'un second événement à Montréal. Alors, la vraie question, qui fait de la désinformation? Et ça vient de Radio-Canada, un média censé être crédible. Est-ce Donc, qu'on peut c'est demander à tout le Madame monde de Massé est mettre quand leur même allée. micro sur mute, Alex s'il vous Tirel, plaît? le chef du Parti vert, est allé aussi. Madame Massé n'a pas donné une c'est entrevue. clair que j'ai Elle a dépassé répondu mon à une temps. question d'une personne Signal de qu'il faut Rebel News terminer. qui l'a interpellée. Elle a répondu à son micro. OK. J'apporte quand même une nuance. C'est vrai, Manon Massé a déjà répondu aux questions de Rebel Monsieur News, ou Madame mais c'était dans Lapointe, s'il une vous mêlée plaît? de presse, c'était impromptu, c'était pas dans un format entrevue organisé comme Voilà. Ma première question, c'est par rapport à la campagne électorale. Merci. Elisabeth, si tu veux reprendre. Mais c'est un très bon signal finalement que j'arrive à la fin de de mon temps. Euh, oui, je pense que ça va être un gros défi. Les ressources sont limitées. Euh, nous allons devoir travailler le plus possible avec les outils que nous avons à notre disposition. Juste un Euh, aparté, est-ce qu'on peut utiliser les logiciels libres, les logiciels ouverts? Je comprends que ça coûte beaucoup d'argent, donc peut-être qu'en orientant vers les logiciels ouverts, on a une voie de solution. Petit aparté, désolé de t'interrompre, Isabelle. non, c'est excellent, c'est un très bon point. Donc, je pense qu'on va profiter évidemment des outils gratuits qui sont disponibles. Euh, et au maximum, en fait, il y a beaucoup d'outils. Le mouvement open source, ça nous aide énormément. Mais oui, il y a quand même des outils commerciaux qu'il faudra vraiment, pour lesquels il faudra trouver le budget. Comme vous savez, il y a aussi des programmes pour les universités qui favorisent l'intégration de certains outils dans les programmes de formation. Donc, on est très, très reconnaissant envers Trados, Phrase, etc. et Terminautics qui nous donnent accès à leurs outils euh, pour former les étudiants et présenter ces outils commerciaux. Euh, L'université a sa version de Copilot interne qui permet d'explorer les fonctionnalités sans mettre nos données à la disposition de tous. Donc, c'est quand même un point fort. Euh, mais il va falloir faire preuve d'un peu de créativité pour trouver les bonnes solutions. C'est aussi, en fait, la variété d'outils, ce sera aussi un défi, en fait, pour nos profs à temps plein et à temps partiel, donc, euh, qui, qui auront, qui vont vouloir sans doute présenter les outils qu'ils aiment le plus, qu'ils utilisent le plus, et l'accès à ces outils-là va des fois être un peu difficile. Et, on va essayer de faire notre possible, mais c'est vrai que c'est un gros défi. Merci, Elisabeth. Je vais juste peut-être ajouter, et bon, je m'excuse d'être aussi verbeuse, mais ce que j'aime bien aussi, en fait, c'est que si nous arrivons à présenter les bases, les principes des outils, leur fonctionnement en général, ça, ça rend de plus en ça rend l'adaptation de nouveaux outils de plus en plus facile. Donc, on apprend un premier logiciel de mémoire de traduction, etc. C'est assez difficile apprivoiser cette bête-là. On apprend une deuxième, c'est plus facile, on reconnaît les principes, on s'adapte plus facilement, etc. Donc, même si on n'est pas en mesure de présenter tous les outils, si on arrive à présenter suffisamment bien les bases, les stratégies d'évaluation, etc., peut-être que ça peut quand même préparer les étudiants à continuer à apprendre. Et on trouve toujours que c'est tellement important parce que dans 5 ans, l'outil disponible ne va pas être le même. Ben, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, si je peux me permettre de prendre encore la parole une minute, c'est que en discutant avec des gens sur le marché du travail, dans des cabinets qui travaillent bien à Montréal, pour le coup,
Le retour qu'on en a eu, c'est nous, on veut des gens capables de réfléchir, qui comprennent les bases des outils, certes, mais de toute façon, les outils, on les forme en une journée ou deux. Et donc, l'attente des gens qui veulent des professionnels compétents, c'est avant tout qu'ils sachent réfléchir et qu'ils aient des capacités de rédaction, de traduction, de recherche documentaire, des connaissances dans les domaines de spécialité. Évidemment, une initiation aux outils, il ne faut pas qu'ils arrivent avec rien, mais mon impression, c'est que l'université est toujours à la course derrière ce qui sort dans ces domaines-là. Et du coup, il faut peut-être pas essayer d'être à la course, il faut peut-être se positionner différemment pour que les gens puissent s'adapter sur le marché du travail, en fait. C'est un super bon point. Je pense qu'on va toujours lutter avec la vitesse de l'évolution de l'industrie par rapport à ce qu'on est capable de faire à l'université. On essaie d'être souple, d'être agile, mais il y a des limites. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de vouloir donner ces compétences transversales de base. Je pense quand même qu'il est important que les étudiants exploitent les outils durant leur formation parce que c'est juste là où on est capable de vraiment juger, de développer cet esprit critique, de se poser des bonnes questions, Tout à de fait. voir quand ça marche pas. Mais oui, je suis d'accord que bon, le plus important, ce sont ces compétences critiques, plus que le fait de savoir sur quel bouton il faut peser à quel moment. C'est ça. Absolument. C'est ça. Après, il peut y avoir les filières, comme tu disais, de gens qui, eux, s'orientent vers la conception des outils. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait développer, mais c'est presque une formation différente jusqu'à un certain point. C'est ça, je pense que la conception, ça prend ça prend une combinaison de compétences qui est rare et précieuse. Pour moi aussi, c'est beaucoup d'évaluation. Donc, de maîtriser les méthodologies d'évaluation, de s'entraîner, d'être vraiment en mesure de concevoir une bonne approche à l'évaluation en contexte, de savoir quelles étapes il faut suivre, de bien juger de la qualité, de bien exprimer, en fait, les enjeux pour l'utilisateur. Tout ça, je pense que ça fait vraiment partie du bagage du langagier et c'est quand même cohérent avec tout ce qu'on enseigne. Finalement, c'est une question de peaufiner. Mais là, je parle un peu de la part de mon étudiante au doctorat qui se penche justement sur cette question-là. Peut-être rapidement, Emmanuel? Merci Alexandra. Merci Elisabeth pour cette belle présentation qui nous permet de voir au-delà de la pointe de l'iceberg parce que ça donne quand même une idée de tout le travail qui est abattu dans la conception d'un programme. Ma question, elle s'appuie sur mon expérience. J'ai travaillé pendant longtemps avec un cabinet. J'ai contribué à bonifier leur système au point où quelques années après, ce qui nous était proposé au mot a diminué. Donc, les traducteurs et traductrices deviennent victimes de leur travail du fait de la technologie, du fait de l'évolution de la technologie à laquelle ils ont contribué par leur travail, mais dont ils ne sont pas propriétaires. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que vous pourrez peut-être imaginer euh, quelque chose, je ne sais pas quelle passerelle pourrait être intégrée dans le programme de manière à ce que les personnes traductrices qui vont se retrouver sur le terrain demain soient en mesure peut-être de mieux négocier la juste part qui devrait être la leur, parce que on ne devrait pas être des victimes de notre travail, du bon travail que nous effectuons. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose de ce genre-là? C'est peut-être une question. Et le deuxième petit volet, c'est euh, au niveau de la valorisation même de la profession. Il y a beaucoup de discours alarmistes autour de la profession de traducteur, traductrice. Est-ce que on pourrait rassurer
les personnes qui rentrent dans la formation en ce moment-ci où il y a toutes ces choses autour, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'espoir reste intact de manière à ce que les personnes qui finissent cette formation puissent être en mesure de communiquer, d'amener les autres à comprendre, à revoir leur logiciel. C'est ça. Merci. Merci. Vous avez mis le doigt sur un des aspects les plus problématiques, je pense, de nos jours, c'est-à-dire la période de transition dans laquelle nous vivons. Essentiellement, le fait que les technologies fonctionnent grâce au bon travail des humains et finalement que c'est le résultat, en fait, de ces développements bouscule un peu euh, les professionnels dans le métier. Euh, c'est vrai que oui, on a énormément de travail, de sensibilisation, d'éducation euh, des employeurs, des parties prenantes, de clients, etc., à faire pour faire valoir le fait que euh, penser qu'on peut utiliser le travail des humains pour les remplacer à long terme, et c'est une sorte de blind alley, c'est un faux départ. C'est-à-dire que à long terme, la qualité va en souffrir, on ne sera plus capable de maintenir la qualité nécessaire sans l'apport de l'humain, sans l'expertise humaine, le bon jugement, etc. Il faut faire comprendre ça, je pense, aux clients, aux employeurs et aux futurs professionnels. Donc, de mettre en évidence. Et je pense que c'est en, en montrant, en fait, la preuve de ce qu'on est capable d'ajouter comme valeur par rapport à l'outil qu'on va réussir à faire passer ce message-là. Ce n'est pas facile. Et je pense qu'on souffre beaucoup pour l'instant. C'est clair, la période de transition est difficile. Et on commence à voir de plus en plus. Et je pense que c'est en faisant notre travail de valorisation de la profession, en offrant ces occasions de voir les possibilités, mais aussi les limites des technologies, qu'on arrivera à améliorer la situation. Euh, mais c'est énorme. Euh, je, c'est vraiment ça que je pense. Euh, je pense que c'est notre devoir premier pour, pour l'avenir de la profession, c'est que tout le monde euh, explore les possibilités, les limites, comprenne les enjeux et en parle en long et en large le plus possible. Donc, il faut faire valoir notre point de vue. Comme prof universitaire, par exemple, donnons des cours, des formations, des ateliers pour les étudiants à l'extérieur de notre domaine pour leur montrer c'est quoi l'importance de faire un bon travail de traduction, c'est quoi les faiblesses de l'outil. Voici ce que vous risquez d'avoir si vous utilisez euh, sans suffisamment prêter attention aux risques, aux responsabilités des outils comme la traduction automatique l'IA. Euh, c'est mettre encore plus de poids sur les professionnels, mais ça permet de mettre en évidence notre valeur et aussi notre expertise, parce que de plus en plus, c'est cette expertise-là qui va être important. C'est moins est-ce que je suis capable de formuler une phrase, c'est plus est-ce que je sais à quoi doit servir cette phrase-là, à qui ça s'adresse, comment faire passer mon message de façon la plus efficace et comment m'assurer que ça va remplir les besoins de l'utilisateur et du client. Je ne sais pas, j'ai probablement pas répondu à votre question parce que c'est tellement complexe. Non, ça se comprend. Vous y avez répondu. Et la réflexion se poursuit forcément. Merci. Oui, tout à Merci. fait. Oui, On n'aura pas bientôt la réponse à cette exactement. question très importante et très épineuse. Oui, merci. Donc, un grand merci, Elisabeth, pour ta conférence qui,
je crois, nous permet de voir l'avenir de façon un petit peu plus optimiste. Si on ose lancer un programme de traduction alors que les plus pessimistes nous prédisent une mort annoncée, ben, je pense que on se regarde et on dit, on va y arriver, on sera encore là dans 2000 ans, ça fait 2 ans. C'est le deuxième plus vieux métier du monde, la traduction, et on sera toujours là. Hein, donc, merci beaucoup, Elisabeth. Merci à tous ceux et celles qui ont assisté à sa conférence en grand nombre. Je me permets de vous rappeler que si vous souhaitez être ajouté à notre liste de diffusion, envoyez-moi un petit courriel. Donc, ça nous permettra de rejoindre plus de gens plus facilement à l'avenir. Merci beaucoup et bon vendredi. Merci beaucoup.